Bienvenue à tous dans ce nouveau lundi de la chaîne, dans une conformation un tout petit peu spéciale par visio, par Zoom. On a hâte de vous revoir, d'être dans notre amphi comme nous le sommes depuis plus de 10 ans. Je redis pour ceux qui le demandent, la dernière conférence où était notre invité était M. Raffarin, est toujours en ligne et toujours visible. Alors, ce soir, on reçoit Antoine Basbouche, je dirais un ami qui devient presque un fidèle, puisque ça fait la 3e fois qu'on vous reçoit. Et votre parole ce soir va être extrêmement écoutée. Puisque juste après le 4 août, la chaîne est partie à Beyrouth suite à cette explosion. Et on sait que vous êtes un spécialiste du Moyen et du Proche-Orient. Et peut-être un peu la coïncidence de l'agenda de votre venue ici, sont arrivés des événements extrêmement importants qui vont entraîner probablement qui vont changer la face de cette région. D'abord l'élection de Joe Biden, la reconnaissance d'Israël par les Émirats arabes unis et également le Maroc. Et puis je reviens sur cette explosion parce que moi-même j'ai été 2 fois à Beyrouth au mois d'août et nous poursuivons notre action et nous voyons cette pauvreté. Plus de 50% de la population libanaise est, semble-t-il, sous le seuil de pauvreté. Et ce qui nous a bouleversés, c'est le problème d'accessibilité au plateau technique, d'accessibilité aux hôpitaux de la population liée au niveau de vie. Et donc la chaîne essaye de faire ce qu'elle peut. Et c'est pour ça que votre parole ce soir est pour nous extrêmement importante de voir qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui va se passer dans cette région. On se dit, mais jusqu'à où ça va aller? Et donc, merci encore d'être ici, et je le redis pour la 3e fois, sur des sujets différents, mais souvent toujours sur des problèmes aigus. Merci infiniment. Merci à vous, monsieur le professeur, de m'avoir invité. Je suis très heureux chaque fois que je viens vous voir et parler des problématiques régionales. Aujourd'hui, vous êtes la chaîne de l'espoir, mais l'espoir vient de votre métier de médecin. Plus que jamais, on a besoin de vous, non seulement dans les pays pauvres, mais même dans les pays riches, où on attend impatiemment un bon vaccin pour en finir avec le Covid. Vous avez choisi comme thème le Liban entre le marteau de la monarchie iranienne et l'enclume de Washington. On se demande pourquoi ce thème. Ça suppose qu'il y a un théâtre de confrontation, et sur ce théâtre-là, il y a des acteurs majeurs que sont l'Iran et les États-Unis. Et c'est vrai, le Liban, malheureusement pour lui, c'est un agglomérat, je dirais une mosaïque de communautés qui n'ont pas encore fait nation. Ça fait 100 ans que le Liban, dans sa configuration actuelle, existe, dans sa géographie actuelle existe, et sa faiblesse, c'est celle-là. Elle aurait pu être une richesse dans le cadre d'un État de droit, dans le cadre où les citoyens ne sont pas communautarisés, ils sont des individus qui ont les mêmes droits, qui instaurent une méritocratie. Eh bien, ce n'est pas le cas. C'est le communautarisme qui a pris le dessus, au point que ça ouvre la voie à des interventions étrangères. Rappelez-vous l'époque de Nasser, où le Liban était, comment dirais-je, tiraillé entre les pro-Nasser et les anti-Nasser, entre les nationalistes arabes et les nationalistes libanais. Rappelez-vous les ingérences d'Assad, d'Arafat, de Kadhafi. Et aujourd'hui, le Liban, c'est une colonie iranienne, d'où la monarchie. Et avec la crispation irano-américaine, le président américain Trump a
aussi opté pour affronter l'Iran dans l'une de ses colonies, qui est le Liban. Donc, ce pays a manqué la chance de constituer un État-nation. Il est resté communautarisé. Il n'y a pas d'État de droit qui instaure une égalité entre les citoyens. Et c'est vraiment le problème. Il y a eu une tentative à l'époque du président Chehab entre 1958 et 1964, mais cette tentative a été avortée avec l'arrivée de M. Arafat et qui avait trouvé une partie de la population le secondant à détruire l'État libanais, et puis de destruction en destruction, le dernier maître des lieux, c'est l'Iran à travers le Hezbollah. Donc, pourquoi l'Iran cherche ceci? Parce que tout simplement, quand Khomeini est arrivé au pouvoir, il a voulu exporter la révolution. C'était le slogan de l'époque, rappelez-vous. Et toute la nouvelle caste au pouvoir à Téhéran, c'était des mollahs qui avaient trouvé refuge au Liban pendant les années d'exil. Et du coup, ils connaissent les acteurs libanais de la communauté, ils connaissent le Liban, son mode de fonctionnement. Ils ont accentué la volonté du Shah de faire en quelque sorte, de s'appuyer sur les îlots de communautés chiites qui se trouvaient dans la région. Donc, ces archipels chiites étaient très importants et sur lesquels a investi la monarchie. De ce fait, ils ont modifié l'ADN de la communauté chiite. Les restos ont été balayés, remplacés par des mollahs, en imposant la robe noire, la robe longue, en imposant le hijab, le voile, en payant des gens, en menaçant d'autres pour que leurs épouses ou leurs filles mettent le voile, en envoyant les passes d'Aran dès le succès de la Révolution pour entraîner et militariser la communauté. Bref, l'Iran a poursuivi un plan, une stratégie de croissance chiite qu'il a réussi à établir entre la Caspienne et la Méditerranée. Aujourd'hui, après la chute de Saddam, l'Irak, il a une très grande influence. La Syrie, avec Assad alawite, proche, protégé par l'Iran également. Le Hezbollah au Liban représente les intérêts stratégiques de l'Iran. C'est la première force à l'est de la Méditerranée bien structurée qui dispose de ses services de renseignement, de son armée propre, qui intervient en Syrie, qui intervient au Yémen, qui entraîne les chiites d'Irak. C'est une petite Sparte au service de l'Iran, tout en étant arabe et puissant. Rappelez-vous la dernière bagarre avec Israël en 2006. Le Hezbollah a marqué des coups. Et Israël recevait autant de missiles le premier jour des affrontements qu'au 33e et dernier jour des affrontements. C'est que même la puissance israélienne en 2006 n'avait pas réussi à calmer, à faire taire les missiles du Hezbollah. Donc, voilà, c'est une réalité qui fait qu'aujourd'hui, le Liban est contrôlé par le Hezbollah. Le gouvernement, le Parlement, les finances, les frontières, c'est un État atypique où le président de la République fait de la surenchère par rapport aux besoins, aux demandes de Hezbollah, où le président du Parlement est aux ordres, ou même le président, le Premier ministre l'est également. Bref, il contrôle le port, l'aéroport, les frontières avec la Syrie. Et le drame du Liban, c'est ça, c'est sa géographie. Il est au sud, frontalier d'Israël. Israël, en se constituant, a poussé au Liban des centaines de milliers de Palestiniens qui étaient rentrés pacifiquement, qui étaient reçus comme tout réfugiés avec la larme aux yeux, avec beaucoup de compassion, et que l'Église avait prêté ces terres pour les héberger. Et puis après, ils sont devenus une révolution. Bon, ils ont commencé par défaire l'État libanais, l'armée libanaise, et ils ont créé le Fatah dans le sud, puis ils ont instauré leur pouvoir à eux. Et de l'autre côté de la frontière, il y a la Syrie, une Syrie jalouse qui n'a pas
eu les succès qu'elle attendait depuis son indépendance, une Syrie où il y a eu en quelques décennies une trentaine de coups d'État déstabilisés, appauvris, une Syrie qui voulait compenser le fait qu'une minorité alamite ait pris le pouvoir par une dose de nationalisme arabe à l'exportation, c'est-à-dire considérer que le Liban était une partie de la Syrie et que c'est un seul peuple dans deux États, et donc celui qui gouverne Damas doit gouverner Beyrouth, et ainsi de suite. Donc, ça pèse énormément sur le Liban, qui n'a que ces deux pays frontaliers, le troisième étant la mer, c'est l'horizon de la liberté, c'est la fuite. C'est pourquoi il y a au Liban beaucoup moins de Libanais qu'il n'y en a à l'étranger. Et ceci ne remonte pas à hier, ça fait maintenant 150 ans que les choses sont ainsi et ne font que s'accélérer. Donc, voilà pourquoi le Liban est structurellement faible, comment l'Iran a cherché et réussi à mettre la main sur la décision au Liban, à contrôler ce pays, à en faire une colonie. Et puis, maintenant, voyons pourquoi les États-Unis commencent, de quelle manière les États-Unis s'intéressent à ce pays. Et les États-Unis, pour eux, le Liban, ce n'est pas un pays de grande importance. Il ne les intéresse que parce qu'Israël est son voisin, et donc les intérêts d'Israël sont pris en compte aux États-Unis. Et c'est Israël qui faisait jusque-là la politique américaine au Liban. Sauf qu'avec Trump et la pression maximale qu'il a voulu mettre sur l'Iran, il a prolongé cette pression maximale en mettant la pression, en leur donnant des sanctions contre le Hezbollah, le bras armé de l'Iran en Méditerranée. Et de ce fait, il a étranglé non seulement le Hezbollah, parce que le Hezbollah dit, et il est sincère en le disant, que essentiellement, ces moyens proviennent en espèces et il n'est pas dans le circuit qui peut être touché par les Américains. Les sanctions américaines sur les comptes bancaires de je sais quel mollah, ça ne veut rien dire, parce que les mollahs n'ont pas de compte bancaire ni dans les banques occidentales ni aux États-Unis. Quand ils ont des comptes, quand ils doivent avoir besoin de ce genre de compte, c'est toujours au nom de tierces personnes qui sont ignorées. Donc, le Liban, avec aussi les sanctions contre la Syrie pour actes de torture infligés, rappelez-vous le photographe César qui a fourni 55 000 clichés sur 11 000 suppliciés syriens, eh bien, les sanctions américaines ont également frappé le Liban. Donc, de ce fait, c'est un théâtre qui n'a plus de colonne vertébrale parce que la classe politique, elle est archi pourrie. C'est une mafia qui se partage le gâteau au point que la communauté internationale qui s'était réunie à Paris en avril 2018 et qui a promis 10 ou 11 milliards de dollars au Liban à condition de se réformer, eh bien, cet argent est resté dans les caisses des États qui avaient promis l'argent parce que le Liban ne veut pas se réformer. Se réformer, ça veut dire quoi? Ça veut dire instaurer un État de droit, ça veut dire arrêter de voler, arrêter la grande corruption. Et de ce fait, le pays s'appauvrit, la mafia se barricade. Dans les mesures qui étaient censées se mettre en place à la demande de la communauté internationale, à la demande de la Banque mondiale, du FMI, c'est qu'il y ait un audit de la Banque centrale. Eh bien, l'audit n'a pu avoir lieu. Les auditeurs sont arrivés et personne ne voulait leur fournir les comptes. De ce fait, ils sont restés 6 semaines et sont repartis en disant nous, on claque la porte, on ne veut plus de votre contrat parce que vous n'êtes pas transparent, vous ne voulez pas vous réformer. C'est ça la vérité. Le président français que vous avez accompagné
dont j'aurais été témoin des promesses des hommes politiques de succession à Beyrouth, eh bien, toutes les promesses n'ont engagé que ceux qui les ont entendues et non pas de ceux qui les ont émis. Donc, la mafia est bien structurée, elle est bien ancrée, elle est bien enracinée et que les circonstances de l'explosion du port n'ont pas dévié cette pratique. Tout le monde soutient le statu quo parce que dès lors qu'une pièce devait tomber, c'est tout l'édifice qui va s'écrouler. C'est-à-dire que la classe politique peut se chamailler, peut s'opposer sur des points. En revanche, ils sont toujours solidaires pour se partager le gâteau entre eux. Parfois, il y a des rivalités, telle a pris une trop grosse part, donc il est disputé. Et tout ça sous la supervision de Hezbollah, le grand maître au-dessus, qui dit aux politiques, écoutez, vous volez autant que vous voulez. Attention, vous partagez. Mais en revanche, vous ne touchez pas aux affaires de souveraineté. La paix, la guerre, les frontières, l'armement, les relations internationales du pays, c'est moi qui les gère, le Hezbollah qui les gère. C'est pourquoi, à l'aéroport de Beyrouth, au port de Beyrouth, aux autres ports, aux frontières avec la Syrie, qu'est-ce qui décide? C'est le Hezbollah. Pour les nominations, pour l'élection de président de la République, qui est-ce qui a décidé? Qu'est-ce qui a laissé le poste vacant pendant des années jusqu'à ce que la classe politique accepte que M. Aoun, qui est un allié de Hezbollah, soit président? Et ainsi, il est arrivé au palais présidentiel pour servir le Hezbollah. Donc voilà, c'est une situation qui pour moi est désespérante. Je ne crois pas qu'il faille attendre autre chose avant l'écroulement de ce pays. C'est l'écroulement total qui va créer une onde de choc intérieur pour faire bousculer la classe politique et les lignes. Le FMI qui retient ses aides, la Banque centrale, la Banque mondiale, les Européens, les Occidentaux, qui sont très solidaires de la démarche française du président Macron, eh bien, tout le monde joue aujourd'hui un peu la Croix-Rouge, juste pour garder la tête au-dessus de l'eau de ces Libanais. Et tout ce beau monde, en soutenant la population, refuse de traiter avec le gouvernement, avec les pouvoirs établis, tellement ces pouvoirs sont pourris et sont irréformables. Donc, voilà pour ce qui est du Liban. Pour ce que vous avez évoqué, monsieur le professeur, concernant la situation régionale, il y a une accélération majeure. Cette accélération vient du fait que, d'un côté, l'Iran a pris une place exorbitante qui a fait peur à tous ses voisins arabes. Et de ce fait, l'Iran, avec son programme nucléaire, même freiné, dispose de savoirs qui font peur. L'Iran a développé des missiles qui ont fait leur preuve, des missiles de longue portée qui ont fait leur preuve de façon très illustre en septembre 2019 en attaquant des centres pétroliers en Arabie et en privant l'Arabie de la moitié de sa production pendant plusieurs semaines. C'était un coup de maître, entre guillemets, parce que personne, jusque-là, n'imaginait que l'Iran disposait de ces missiles de longue portée et de telle précision. L'Iran a créé son croissant chiite. Donc, cette menace iranienne, cet archipel chiite dans la région qui était instrumentalisé par le renseignement iranien, eh bien, tout ça a fait que beaucoup de pays arabes avaient pris peur, se sont dit, comme les Américains depuis Obama et avec Trump se retirent de la région, et nous n'avons qu'à
se rapprocher d'Israël pour créer un front commun face à l'Iran. Et de ce fait, à quoi assistons-nous? À l'éclatement, à l'éviètement, à l'affaiblissement du monde arabe, ce qu'on appelle le monde arabe, qui est tiraillé entre trois pôles. Le pôle iranien, avec son croissant chiite, la Turquie, qui occupe une partie de la Syrie, le nord de la Syrie, une partie du nord de l'Irak, qui a étendu son influence sur une partie de la Libye, c'était cette année, et en même temps qui s'est allié avec le Qatar, une pétromonarchie gazière dans le Golfe, qui lui donne beaucoup d'argent et une base sur son sol. Donc, voilà le deuxième pôle. Le troisième pôle se forme autour d'Israël, avec les Émirats qui ont proclamé une paix extrêmement chaude. Dites-vous que l'Égypte de Sadat, qui a fait le voyage de Jérusalem en 1977 et qui a signé l'accord de Camp David en 1979, l'Égypte est restée en paix froide avec Israël. Alors qu'aujourd'hui, on peut rencontrer dans les rues de Tel Aviv et de Jérusalem énormément d'Émiratis, de Bahreïnis. On peut rencontrer à Dubaï et à Abu Dhabi des milliers d'Israéliens qui ont déjà, tout est structuré, tout est organisé pour développer les contacts, pour développer les échanges. Donc c'est une paix extrêmement chaude qui est très dynamique, qui a entraîné Bahreïn, qui a entraîné le Soudan, qui a entraîné la semaine dernière le Maroc. Et donc, voilà les trois pôles qui structurent le monde arabe autour de trois pays qui ne sont pas arabes. Donc, cette configuration régionale est très intéressante, surtout que l'arbitre américain démissionne et qu'il n'y a plus de puissance structurante autour de laquelle le monde arabe se reconnaît. Il y avait Nasser, il n'y en a plus. Bon, Kadhafi, c'était une rigolade, mais Saddam Hussein aurait pu faire l'affaire. Assad, non, parce qu'il est un minoritaire tricheur. Donc, il n'y a plus l'homme autour duquel le monde arabe se tourne et se reconnaît. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase dans laquelle beaucoup d'Arabes se sentent menacés par l'Iran, menacés par la Turquie, qui trouvent en Israël un meilleur protecteur allié que la Turquie, qui a été pendant 4 siècles au moins siège du sultan et du calife, ou de l'Iran islamique, mais qui est djihadiste chiite. Donc voilà, je suis à votre disposition pour prolonger cette discussion, que ce soit autour du Liban ou des données régionales. Merci infiniment. J'ai une première question un peu basique. Vous avez dit le seul scénario que je vois, c'est l'écroulement. Et on imagine l'écroulement, on a du mal à imaginer l'écroulement. On le voit soit par le haut, c'est-à-dire l'audit se fait et les corrompus sont évacués. Ou alors, c'est l'écroulement par le bas, et l'écroulement par le bas, c'est-à-dire c'est un soulèvement populaire. Et là, on pourrait imaginer des scénarios qui sont extrêmement violents et qui vont déstabiliser toute une région. Oui, je crois que quand un pays avec ses dirigeants ne sont pas secoués par l'explosion la plus puissante hors des explosions atomiques, telle du 4 août, et que rien ne s'est passé, malgré les promesses, malgré l'intervention personnelle d'un président de la République française qui est allé sur place, qui a dialogué avec les dirigeants. Donc, si cette explosion majeure ne les a pas fait bouger, je ne vois pas qu'est-ce qui les ferait bouger. Dans la feuille de route d'Emmanuel Macron, il y avait
des deadlines, c'est-à-dire 2 semaines de consultation, après le gouvernement, après une conférence des donateurs à Paris, mais tout ça nécessitait au préalable des réformes que les Libanais, les dirigeants, la classe politique n'ont aucune envie de réaliser. Parce que quand on dit réforme État de droit, ça veut dire vous ne touchez plus à la caisse, vous ne faites plus dans la grande corruption. Donc les États, les dirigeants et la classe politique n'aiment pas ça, ils voudraient garder le statu quo, et ce statu quo, maintenant, le Liban étant failli depuis mars 2020, failli officiellement, il ne rembourse plus ses dettes parce qu'il n'y a plus de fonds, parce que la famine va arriver. Et avec une classe politique inconsciente de cet acabit-là, avec la famine, les gens ne vont pas pouvoir rester. Ils ont raclé le fond de leur tiroir, il n'y a plus grand-chose. Donc, moi, je présume que, comme la classe politique refuse la réforme, comme elle ne veut pas changer, eh bien, la fin va arriver avec l'épuisement des réserves et des devises et les gens dans la rue. Il n'y a pas que les Libanais au Liban. Il y a 1,5 million de réfugiés syriens. 1,5 million. C'était ma question. 1,5 million, alors qu'ils sont venus là pour soulager le soldat Assad pendant qu'il était en difficulté. C'est le Hezbollah qui est allé les chasser sur instruction de l'Iran. C'était sauver Assad, mais enfoncer le Liban. Parce que ce sont des 1,5 million de Syriens qui sont dans la mosaïque libanaise sunnite, donc anti-Hezbollah par principe, et qu'ils posent tous les problèmes. Il y a des hommes politiques libanais qui se sont dit, bon, ça va être une source de revenus. Mais finalement, c'est accablant pour ce pays qui sort d'une guerre, qui n'a pas totalement fini, qui, en même temps, n'avait pas suffisamment d'infrastructures pour sa propre population. Quand vous rajoutez le quart du pays pour les mêmes infrastructures, eh bien, c'est effondrement. Il y a en 2017 ou 2016, je ne me souviens plus, il y avait dans l'école publique libanaise plus de nouveaux Syriens inscrits que de Libanais. Oui, c'était 2016 ou 2017. C'est pour vous décrire l'ampleur de ce phénomène. Dans un pays qui sort d'une guerre très longue et qui est en difficulté. Notre ami Jean-Pierre Beckman nous pose la question, la France a-t-elle encore une écoute dans la région? Oui, bien sûr. La France s'intéresse à la région, donc elle a un crédit, c'est une donnée historique, et de ce fait, l'intérêt que la France fait de cette région, eh bien, il lui est rendu. Évidemment, on n'est plus au XIXe siècle où la France et la Grande-Bretagne étaient des puissances mandataires, dessinaient les cartes, mais la France, quand elle investit, elle est encore écoutée, et plus elle investit en présence politique, géopolitique, plus elle aura du poids et elle sera écoutée. Et l'énergie que met M. Macron sur ce dossier lui semble porter ses fruits. Il y a des germes de solutions éventuelles, puisque je crois qu'il y a un voyage qui est prévu dans les... Le président Macron revient au Liban les 22 et 23 décembre, donc la semaine prochaine. Il va découvrir que toutes les promesses qu'il a entendues de ces politiques corrompues, aucune n'a été tenue et que ces promesses, on ne les voit pas arriver, elles ne vont pas voir le jour. Donc, ça va être difficile pour le président de communiquer sur un échec, d'autant plus que le président est entouré de gens qui connaissent le Liban. Dans son entourage immédiat, il y a 2 anciens ambassadeurs français au Liban, l'un qui dirige la DGSE et l'autre qui est son Sherpa à l'Élysée. Donc, ils ont une connaissance fraîche du terrain. Et malgré ça,
bon, c'est un pays qui est extrêmement difficile. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a de quoi désespérer de ce pays dans sa forme actuelle. On est au centenaire du Grand Liban dans ses frontières actuelles. Il ne faut pas l'enterrer de sitôt. Dans l'âge des nations, 100 ans, c'est rien. Un siècle, c'est rien. Donc, il faudrait qu'il y ait une, comment dirais-je, rebond, une renaissance libanaise pour redonner de l'espoir, de l'oxygène à ce pays et de l'espoir à son peuple. Sinon, vous voyez bien combien de médecins libanais quittent la scène. C'est fou. Ils ne peuvent plus survivre dans les conditions actuelles. Donc, le pays, c'est devenu un enfer pour les Libanais. Il y a une deuxième question. Antoine, une deuxième question. Il y avait une question, Paul. Voilà. Bonjour, merci beaucoup. Tout d'abord pour cette présentation intéressante. Vous parliez de la question de la difficulté à former une nation. En Europe, cela a beaucoup été question au XIXe siècle de former une mémoire collective pour le langage, mais aussi pour l'histoire. Qu'en est-il au Liban? Comment construire une histoire partagée? Quel lieu de mémoire pour une population si fragmentée? Oui, c'est difficile. C'est la vraie problématique de ce pays. Pour faire nation, il faut partager des valeurs communes et renvoyer les dieux au paradis ou en enfer, peu importe. Mais qu'ils quittent la scène et qu'on laisse les gens, qu'on regarde les citoyens, qu'on leur donne l'importance qu'ils méritent et qu'un état de droit, c'est l'égalité entre les citoyens. On va opter pour la méritocratie et non pas pour le confessionnalisme. Mais ce chemin-là, je ne le vois pas arriver de sitôt. C'est un vrai problème. Il y a eu une tentative à l'époque du président Chehab qui a instauré les instruments, les institutions qui allaient déboucher sur un état de droit, mais très vite après, ça a été abandonné parce que M. Arafat a créé le Fatah, et il a allumé le front avec Israël, et du coup, après, il y a eu des crispations intérieures régionales. Il faudrait que le Liban puisse résister à un environnement qui est très hostile, que ce soit la Syrie ou Israël. Il faudrait que le sentiment libanais, des Libanais, prédomine sur, un, leur allégeance communautaire, deux, sur les prolongements de ces allégeances au-delà des frontières. Tant que ces deux conditions ne sont pas réunies, eh bien, les crispations régionales vont abîmer davantage ce pauvre pays. Une troisième question, comment voyez-vous l'avenir? Le Liban est-il condamné à intégrer la Grande Syrie aux ordres de l'Iran? Tu as répondu à ça. Non, parce que la Grande Syrie, c'est une vue de l'esprit. Monsieur Assad, c'est un chef, un baron de guerre qui contrôle Damas, mais tout le Kurdistan, ou même tout ce qui est à l'est de l'Euphrate, lui échappe. Le sud lui échappe partiellement. Le nord, il y a les Russes, il y a les Turcs. À l'est de l'Euphrate, il y a les Américains, il y a l'autonomie, le territoire autonome kurde. Donc, Assad, d'abord, avant de penser à la Grande Syrie, il faut qu'il soit le maître en Syrie même, ce qui est loin d'être le cas. Je crois qu'avec les sanctions internationales, l'avenir d'Assad n'est pas du tout garanti, puisque la Syrie s'effondre encore plus que le Liban. Alors, j'ai deux questions, si vous me permettez. Mais je vous en prie, Monsieur Paul. Est-ce que, à ton avis, l'Arabie Saoudite va suivre le chemin de Soudan, Qatar, Bahreïn et Maroc? Ça, c'est la deuxième question qui va avec. Quelles sont les contreparties que les Américains ont obtenues du Qatar, du Bahreïn, du Soudan et du Maroc? On sait pour le Maroc, c'est le Sahara occidental. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu pour avoir cet événement? D'abord, est-ce que l'Arabie va rejoindre les... Parce que sunnite, hein, aussi. Donc, sunnite contre l'Iran. Alors, l'Arabie, l'envie ne manque pas au prince héritier
MBS, Mohammed bin Salman. En revanche, son père, qui a 84 ans, a passé sa vie à militer pour la cause palestinienne, à réunir dans les mosquées tous les vendredis des fonds pour l'OLP. Donc, il se voit mal aujourd'hui tourner kazakh et sacrifier la cause à laquelle il a consacré une partie de sa vie. Donc, de ce fait, ça ne se fera pas, à mon avis, du vivant du roi Salman. Et en plus, MBS a de très mauvaises relations avec les démocrates à Washington. S'il fait ce cadeau à Trump qui est partant, il ne garde rien dans sa poche pour Biden. Donc, s'il doit le faire contraint et forcé, eh bien, il négocierait avec son père et surtout, il ferait ce cadeau à la nouvelle administration le jour venu. Il faut savoir deux choses. D'abord, les Émirats et Bahreïn surtout n'ont pas fait ce pas en direction d'Israël sans le feu vert de l'Arabie. Deuxième chose, c'est que les avions israéliens et émiriens et bahreïniens qui font des trajets, des liaisons quotidiennes, eh bien, survolent désormais l'Arabie sans devoir la contourner. Donc, ils ont une autorisation. Et en plus, il y a 2-3 semaines, MBS et Netanyahou se sont rencontrés en Arabie, une rencontre qui devait rester secrète, mais que les Israéliens ont éventé très vite, parce que Netanyahou, il a des élections, il n'y a pas trop de secrets qui restent secrets en politique étrangère en Israël. Donc, pour mille et une raisons, je crois que les relations sous la table sont très profondes et établies, d'autant plus que MBS, il a des dossiers à Washington, notamment l'assassinat du journaliste Khashoggi, qui était au Washington Post. C'est un crime que les Américains, surtout les démocrates, ne comptent pas pardonner à MBS. Donc, il garde des cartes dans son jeu pour pouvoir, le jour J, les utiliser pour se faire pardonner, pour améliorer les relations. Mais tout ça s'est passé avec le feu vert de l'Arabie. Sur le Maroc, c'est continental uniquement, la reconnaissance par les Américains du Sahara. D'abord, le Maroc, il a une vieille coopération avec Israël, très vieille même, qui remonte aux années 60, Ben Barka, Hassan II qui autorisait le Mossad de venir espionner les chefs d'État hébergés en sommet au Maroc. Donc, les relations officielles ont été établies en 1994, après les traités de paix avec l'OLP et la Jordanie, l'autorité palestinienne et la Jordanie, mais gelé en 2002. Donc là, c'est une reprise. En revanche, là où la vraie contrepartie pour le Maroc, parce qu'au Maroc, il y a un sentiment pro-palestinien très développé au sein de la population. La contrepartie, qui n'est pas très certaine, c'est le Sahara. Le Sahara qui n'est pas reconnu comme un territoire marocain, mais qui est reconnu par la communauté internationale comme un territoire à décoloniser. Et qu'il devrait y avoir un référendum d'autodétermination. Et ça, le Maroc n'en veut pas. Le fait que Trump reconnaisse et que son ambassadeur, le lendemain, sort une carte et signe sur le Sahara comme étant marocain, est-ce que ça remplace les résolutions du Conseil de sécurité? Je ne crois pas. Les démocrates à Washington sont pour l'autodétermination du peuple. Madame Susan Rice, qui reprend du service aux côtés de Biden, quand elle était représentante des États-Unis à l'ONU, elle avait voulu mettre la résolution des problèmes des droits de l'homme au Sahara dans la MINURSO. C'est-à-dire que la MINURSO s'occupe également de ce dossier. Donc, de ce fait,
les démocrates ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde que Trump, d'où la réserve de Rabat en disant c'est un processus, ce n'est pas un rétablissement immédiat. Les Marocains n'ont pas envie de voir Biden défaire ce qu'a fait Trump, comme Trump a défait une partie de ce qu'avait fait Obama. Donc ils attendent, même si pour eux, le cadeau de Trump sur le Sahara est un très beau cadeau, à condition qu'il puisse délivrer, que Biden reconnaisse ce cadeau et qu'au Conseil de sécurité de l'ONU, la bataille qui va s'engager soit victorieuse. Donc, ce n'est pas un territoire américain qu'on offre à la monarchie. Donc, le processus est long, il est lent, il est incertain, mais si Biden accepte ce geste, eh bien, ce sera un grand bénéfice pour le Maroc. Et il faudra calmer les Algériens. Ils ont d'autres chats à fouetter. Notamment le Covid du patron. Notamment, oui. Et puis, bon, c'est assez tiré par les cheveux, cette affaire pour les Algériens. Bon, les Algériens ont envie d'encercler un peu le Maroc entre la Méditerranée et l'Atlantique, de le couper de l'interland de l'Afrique de l'Ouest. Et Boumediene avait dit de placer ce caillou dans la chaussure des Marocains jusqu'à la fin de leur jour. C'est vrai que ce caillou coûte, en termes de PIB, à peu près 1,5 point tous les ans pour les investissements que fait le Maroc au Sahara, pour l'entretien de centaines de milliers de soldats aux frontières. Ça coûte à l'image aussi, parce qu'il y a des Sahraouis qui ne se reconnaissent pas comme étant marocains et qui veulent leur indépendance. Donc, pour l'Algérie, évidemment, c'est un engagement qui remonte aux années 70 et qu'ils ont beaucoup investi. Ils n'aiment pas perdre, mais le statu quo étant ce qu'il est, le Maroc contrôle à peu près les 2 tiers du Sahara et avait créé un mur de sable pour délimiter un peu une frontière artificielle. Je voulais vous poser une question un peu basique. Et on se demande, et je voudrais vous poser une question un peu du quotidien de la vie des Libanais. Parce que la crise sanitaire, la crise sécuritaire et cette crise financière effrayante qui les touche dans leur quotidien et qui fait, si c'est... Alors peut-être que les mesures bancaires n'ont pas persisté, mais ils ne pouvaient pas sortir plus de $50 de leur compte, quel que soit le montant de leur possession. Et on sentait que la vie quotidienne devient mais absolument effrayante pour eux, pour leur famille, j'avais eu l'impression à chaque fois en allant à l'aéroport de voir presque une migration qui partait. Je ne sais pas si c'est une impression, mais il y avait vraiment, entre les arrivées et les départs, on sentait que le peuple libanais était en train de vivre une sorte de sauve qui peut. Je voudrais vous interroger sur cette vie quotidienne extrêmement difficile, extrêmement pénible pour le peuple libanais. Moi, je voulais, en rangement, vous parler des autres communautés, en particulier des chers et proches, des calmes, comme l'Hôtel-Dieu, pour nous, une place forte, l'université, etc. Peut-être que vous n'avez pas assez parlé de leur avenir, des soucis, je les connais. Quand vous êtes libanais, vous vous levez le matin, vous n'êtes pas sûr en appuyant sur le bouton que vous avez le courant. Donc vous allez au générateur. Parce que l'État dont la dette publique représente 60% qui a été investi sur l'électricité. Et vous avez 3 heures, 4 heures d'électricité par jour. Alors que 60 milliards, représentant 60% de l'aide publique, ont été investis sur l'électricité. C'est parti dans les poches des ministres et de leurs conseillers et de leurs familles. Donc, vous avez déjà ce problème en vous levant. Vous
vous allumez votre téléphone, n'est pas sûr qu'il puisse émettre parce que il y a le réseau qui n'est plus bien entretenu. Vous allez voir votre médecin, vous avez un rendez-vous. Sur la route, vous allez rechercher une station d'essence pour savoir où est-ce qu'il est votre jauge, et si vous allez trouver de l'essence et à quel prix. Vous allez payer votre médecin, vous allez au DAB pour retirer un peu d'argent, peut-être qu'il ne va pas vous en donner. La dévaluation, vous avez besoin de médicaments. D'abord, les médicaments se trouvent rarement maintenant, et surtout des médicaments sensibles. C'est un enfer permanent. C'est un enfer permanent. C'est ça la vie des Libanais. Vous ayez dans votre compte bancaire 1 million de dollars ou 10 millions ou 10 000, vous ne pouvez plus en faire grand-chose. Ça n'existe plus. C'est du papier qui n'a pas de valeur. Donc c'est un hold-up sur vous. C'est un hold-up qui a été opéré par la Banque centrale avec tous ces gouvernements qu'elle a servi. Parce que derrière ça, il y a des ambitions. Parce que le gouverneur facilitait au gouvernement leur faciliter la vie. Vous avez besoin de tant d'argent, vous avez un tel déficit. OK, on va faire une réforme bancaire et rafler les devises. On sent que, bon, ils vont renvoyer l'ascenseur et faire de lui président de la République. Parce qu'il y a eu un précédent où le gouverneur de la Banque centrale était devenu président de la République, c'était l'un des plus courageux et des meilleurs, Elias Sarkis. Bon, et donc de ce fait, tout le monde s'est associé à ce hold-up. Les banquiers, le gouverneur, les ministres, l'opposition, sous la grande supervision de Hezbollah, évidemment. Donc c'est un enfer absolu. Rien ne fonctionne naturellement. Même si vous avez des moyens, vos moyens vous sont confisqués. Vous touchiez avant, admettons, l'équivalent de 3 000 € quand vous allez aujourd'hui retirer votre argent, votre salaire, ça ne représente plus que 400 €. Donc le reste, tout est dollarisé au Liban. Le reste s'est évaporé. Donc votre paye ne suffit plus. Voilà, c'est l'appauvrissement, c'est la chute sans parachute. Et tout ça, ça ne s'est pas fait en glissement, ça s'est fait en 1 an, moins d'1 an. Oui, mais justement, en fait, si vous voulez, supposons, je n'ose pas dire si quelque chose de similaire arrive en France, vous avez 10 000 € sur votre compte, vous ne pouvez pas sortir 50 €. On pourrait imaginer des manifestations un tout petit peu violentes. Il y a eu une manifestation. Bien sûr, mais elles se sont totalement arrêtées. Et on peut imaginer face à un hold-up pareil, une population à bout de nerfs, à bout de. On pourrait imaginer, je dirais, l'accès à certaines violences par. C'est vrai que d'abord, il y a eu un mouvement transcommunautaire et transnational, c'est-à-dire toutes les communautés, dans toutes les régions, les gens se sont soulevés. Mais face à ça, il y a des techniques. Il fallait communautariser ces manifestations, c'est-à-dire au centre de Beyrouth, il y a un quartier chiite, les gens sont sortis habillés en noir, donc le treillis de Hezbollah, et ils ont crié en tapant sur les manifestants « Shia, Shia »,« chiite, chiite ». De ce fait, le chiite qui manifestait de l'autre côté se sentait coincé parce que lui, il veut le changement, alors que le Hezbollah veut le statu quo. Et à force de répéter ce genre de manifestation, dans le sud chiite, il y a des manifestants qui ont été tabassés à mort par d'autres chiites parce que le Hezbollah ne peut pas, dans ses fiefs, admettre que des gens se soulèvent contre son autorité. Donc, le communautarisme a freiné ces mouvements. Je crois qu'un jour viendra où ces mouvements qui étaient sympathiques, qui étaient pacifiques, même s'ils ont été, contrés par de la violence publique, les gardes du Parlement, c'est aux ordres du président du Parlement, Nabil Berri, et ils ont tiré sur des jeunes. Il y a eu
selon les médecins, énormément de blessés par chevrotine. Donc, voilà, ils sont bien protégés, mais le jour où les gens sont affamés et que l'armée, elle aussi, ne répondra plus aux ordres de répression, eh bien, il y aura des têtes qui seront coupées. On voit aujourd'hui que les hommes politiques n'osent plus aller dans un restaurant, n'osent plus se présenter dans la rue, parce que tout de suite, ils sont repérés et tout de suite, ils sont physiquement n'ont pas été molestés, mais la semaine dernière, il y a un ancien ministre, banquier de son État, qui a été chassé dans le restaurant par les jeunes. Il avait des gardes du corps, mais ça aurait été un carnage parce qu'il y avait tellement de monde chassant du restaurant qu'il est parti sans demander ses restes. Est-ce qu'on pourrait imaginer que la jeunesse fasse fi de tout ce communautarisme en disant vous avez vécu comme ça, vous nous avez imposé ça, mais ça suffit. C'est totalement... Et le mouvement du 17 octobre 2019, c'est celui-là, transcommunautaire et transnational. Et les élections dans les universités qui sont passées il y a 2 semaines, eh bien, il y a eu le courant vainqueur, notamment à l'USJ, sur lequel est adossé l'Hôtel-Dieu, eh bien, sont les listes non partisanes qui ont raflé la mise. Donc, il y a ce sentiment de dépasser le communautarisme, mais ce sentiment, il est élitiste. Il est dans les jeunes à l'université, parmi ceux qui manifestent, qui battent le pavé, qui sortent, ce sont eux qui sont allés au port pour réparer les maisons, nettoyer les rues. Ce n'est pas la voirie, ce n'est pas la mairie de Beyrouth, ce n'est pas le gouvernement. Ce sont ces jeunes-là qui sont venus de partout pour faire nation, pour faire un acte commun. Et c'était beau. Est-ce que le Hezbollah participe au pillage financier du Liban, ou alors c'est une force politique qui fait pression sur les corrompus juste pour les tenir et pour leur faire faire ce qu'ils veulent, quoi? Le Hezbollah, c'est le maître des pilleurs. Donc, ils ont le droit de piller, mais ils doivent, comment dirais-je, redistribuer, lui remettre sa part. Sinon, il y a d'autres candidats au pillage pour remplacer les pilleurs défaillants. Et qui ose défier le Hezbollah? Donc, du coup, voilà, le Hezbollah dit c'est au nom de la résistance. Il y a l'ennemi sioniste, il y a le grand Satan américain. Voilà, il y a Daesh aussi. Donc, il faut habiller sa résistance sous plein de formes. Et ils ont un savoir-faire de communication très ancré. Et une deuxième question, quid de la Russie dans la région? Parce que vous avez parlé de l'Iran, vous avez parlé de la Syrie, mais la Russie... La Russie est héritière de l'Union soviétique et elle a quand même, après le corps, la presqu'île... la Crimée. La Crimée, on dit après la Crimée, la Russie nostalgique de l'Union soviétique est revenue en force en Syrie, et puis en Libye, et puis maintenant entre les Azéris et les Arméniens dans le Haut-Karabakh. Donc il y a un retour de puissance de la Russie. En revanche, au Liban, on ne les voit pas énormément. Ils n'ont pas de base partisane ou sociale, le Parti communiste étant extrêmement affaibli, et le PSP de Jumat également. Donc la Russie n'a pas énormément de cartes à jouer au Liban. Il y a la Syrie, et c'est énorme enjeu pour eux, c'est l'enlisement. Ça risque de devenir le Vietnam, même s'ils ont sauvé les soldats Assad en 2015, qui étaient au bord de l'effondrement malgré le secours de Hezbollah, le secours de l'international djihadiste chiite mobilisé par l'Iran. Assad allait s'effondrer.
Et c'est le général Soleimani qui est allé à Moscou l'été 2015 pour dire aux Russes, venez nous aider, nous n'avons pas d'aviation, nous sommes des fantassins, vous n'avez pas besoin de déployer des forces terrestres, mais en revanche, nous avons besoin de vous, parce que nous n'avons pas d'aviation. Et donc, cette combinaison Iran-Russie qui a sauvé Assad et qu'aujourd'hui, ils sont un peu en rivalité. Il y a les Iraniens qui veulent faire de la Syrie un pays satellite, et il y a les Russes qui disent c'est nous qui avons sauvé Assad et nous avons la priorité. Et entre ces deux-là, il y a Israël qui s'appuie sur les Russes pour bombarder les Iraniens en Syrie et les Iraniens qui sont un peu en difficulté. Et puis, une dernière petite question naïve. Puisque le Hezbollah contrôle tout au Liban, pourquoi ils ne prennent pas le pouvoir? Ils ont le pouvoir. Oui, mais en restant en retrait. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas. Mais c'est beaucoup plus fort d'être en retrait que d'être directement. C'est-à-dire que dans un pays où vous avez depuis 80 ans une répartition du pouvoir entre les communautés, c'est beaucoup plus intelligent que de dire je garde ma part faciale du pouvoir, mais je contrôle tous les pouvoirs. Ils ont la présidente du Parlement qui a un an de pouvoir, mais en même temps, ils ont désigné le chef de l'État, ils désignent le chef de l'armée, ils désignent ou mettent leur veto sur le chef du gouvernement. Bref, ils contrôlent tout sans apparaître, sans être coupables de l'échec. L'échec ne va pas leur revenir. Je voulais vous remercier et vous demander si, pour clôturer, est-ce qu'il y a une petite note d'espoir? Parce qu'on termine l'année. Écoutez, l'année 2020 se termine sur un certain désespoir mondial. Mais évidemment, sur la liste des désespérés, il y a les Libanais en premier. Parce qu'ils ont perdu l'espoir. Ils ont perdu. Il y a eu des événements majeurs qui auraient pu susciter un rebond, une renaissance. Cette explosion du port, ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'est jamais arrivé par les bombes atomiques, une explosion de cette puissance. Il y a un président de la République française qui s'est déplacé à 2 reprises, qui a fait une feuille de route, qui a mis beaucoup d'énergie. Et les Libanais ont commencé à espérer. Ils se sont dit, on est pris en charge par une puissance qui compte, par un homme qui est très énergique et qui a créé une feuille de route. Voilà. Nous sommes en décembre. Eh bien, ça s'est passé en août, comme si de rien n'était au Liban. Donc, avec cette classe-là, cette classe politique, cette mafia, eh bien, il n'y a pas d'espoir. Je suis désolé de ne pas vendre au Liban, je suis responsable de ma parole et de ma pensée. Et donc, avec cette classe politique, avec cette mafia, il n'y a pas d'espoir à aucun. Et quand vous dites les Libanais, parce que qui a encore de l'espoir au Liban? Parce que les chiites sont sous contrôle, les sunnites, c'est les chrétiens. Finalement, les Libanais sont tous ceux qui ont des passeports libanais. Et j'espère qu'un jour, on pourra dire les Libanais, tous ceux qui ont des passeports libanais et une allégeance au Liban. Parce qu'il y a beaucoup de Libanais qui obéissent à des puissances étrangères. Et c'est ça le drame de ce pays. Et les nostalgiques de la protectorat français? Non. Ce n'est pas dans l'air du temps, ça. C'était dans les siècles passés. Évidemment, la France a une place particulière dans ce pays, mais voilà, le protectorat n'est ni sur l'agenda français, ni sur l'agenda de quelque peuple que ce soit. Merci infiniment. Avant de terminer, je voudrais donner à tous nos amis et à vous-même, ce sera peut-être un sujet sur lequel on fera quelques nouvelles de la chaîne. Et j'étais il y a 15 jours pour poser la première pierre de l'hôpital que nous allons construire au Sinjar, zone des plus meurtries, avec le partenariat de Nadia Mourad, prix Nobel de la paix, et porte-drapeau des femmes esclaves sexuelles. Pendant le même temps, depuis notre dernier lundi de la chaîne,
nous avons également répondu à l'appel d'urgence sur le conflit au Karabakh, et notre ami Levon Keshatanian donc est parti à 2 reprises, et là ils sont partis avec une mission assez importante, et notamment des chirurgiens plasticiens pour la reconstruction. Beaucoup de brûlés, avec probablement des bombes au phosphore qui font un dégât absolument effrayant. Donc voilà, nous avons des missions qui seront parties à Kaboul. Malheureusement, nous avons fait un tout petit peu marche arrière parce qu'il y a une deuxième, troisième vague, ou d'ailleurs la même vague, puisque c'est très difficile d'avoir les chiffres, mais le Covid fait un dégât considérable à Kaboul du fait des contaminations venant de l'Iran. Le Mali repart avec beaucoup de difficultés, également à cause des conditions sanitaire. Et quelques enfants sont arrivés du Bénin et du Togo. Et donc, je voulais profiter de ce moment pour vous souhaiter à tous de très joyeuses fêtes de Noël. Et je ne me permettrai pas de dire une bonne année 2021, puisqu'il y a encore quelques jours, mais peut-être déjà qu'elle soit meilleure. Merci encore d'être venu ici. Et merci on vous demandera sûrement de venir. Et merci de vos éclaircissements. Merci à tous. Et à très bientôt. Je ne veux pas vous dire quel est le prochain conférencier, parce que c'est peut-être quelqu'un de très prestigieux, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore réfléchi avec Paul et Fabienne quelle modalité. Nous sommes en grande surveillance de l'évolution de les situations sanitaires. Est-ce qu'on pourra se voir, prendre un pot à la fin, je ne sais pas, puisque ce sera fin janvier. Nous ne savons pas encore quelles sont les conditions, et on vous tiendra au courant. Merci à tous. Merci Antoine. Merci à vous. Merci à vous pour ce que vous faites. Merci Antoine.